Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. Vous l'annoncez dans le titre, l'invité du 20h de TFM, il s'agit de Pape Massata Diack qui est là avec nous. Monsieur Diack, bonsoir. Bonsoir, cher Tia. Je rappelle que vous êtes un agent marketing, ancien agent marketing de l'I2AF. Certainement, nous en reparlerons au cours de cet entretien. Mais tout d'abord, l'actualité forte de cette semaine, c'est la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 15 ans après. Certainement une qualification qui vous ravit et qui vous rappelle des souvenirs. Tout à fait. D'abord, je tiens à les féliciter, à féliciter tout le peuple sénégalais pour cette belle qualification. J'ai vécu de très beaux moments avec eux entre 2001 et 2002, avec la CAN et le Mondial de 2002. Et je pense que là, le Sénégal est à sa place actuellement. Je pense que c'est l'une des plus grandes nations sportives d'Afrique, mais aussi une des plus grandes nations de football. Donc se qualifier au mondial n'est pas une surprise pour moi. Et justement, se qualifier au mondial, ça rapporte beaucoup de choses sur le plan économique. Vous en savez quelque chose, puisque les sous, le marketing, tout cela, vous en savez quelque chose. Tout à fait. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Et je pense que c'est l'occasion pour la Fédération sénégalaise de football de booster la commercialisation de tous leurs événements, que ce soit au niveau local comme leurs matchs amicaux, les matchs de préparation. C'est une économie qui tourne aux alentours facilement de 2 à 3 milliards d'ici la Coupe du Monde, mais ça peut aller plus loin si on projette à l'horizon 2020 à 2022. On peut au moins assurer des revenus substantiels entre 2 et 4 milliards de francs CFA. Voilà, on reparlera tout à l'heure de marketing, mais c'est des Lions du Sénégal qui ont été reçus au Palais. Le président leur a offert 20 millions de francs CFA en guise de prime. Il leur a également conseillé de rester concentrés et de s'éloigner des filles. Ça vous a fait un peu rigoler? Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un conseil assez averti. Mais je pense que les Lions méritent ces 20 millions de francs CFA. Il faut savoir que dans le sport de haut niveau, la motivation financière est la clé du succès. Si tu vois les motivations qu'ils ont dans leurs clubs respectifs, donc qu'il l'est au niveau national, au niveau de l'équipe nationale, ça ne fait que renforcer leur engagement. Et ils vont mouiller le maillot, mais ils vont mettre de pied, comme on dit. Et ils ont réclamé des terrains et des passeports diplomatiques. Ça a choqué beaucoup d'internautes de Sénégalais. Vous, comment est-ce que vous l'avez pris? Non, je ne pense pas que ça soit... On doit prendre ça très mal, parce que c'est une récompense d'un effort accompli, et tous les pays le font. Il faut savoir que dans le sport de haut niveau, comme je vous le disais, la motivation principale, c'est l'intéressement financier. Parce que ce soit un coureur de Formule 1, un joueur de tennis, que ce soit un athlète, c'est la récompense de son sponsor. Et aujourd'hui, le premier sponsor du football sénégalais, c'est l'État du Sénégal. Donc, mais quelque part, on dit que des joueurs qui gagnent des milliards, c'est un peu maladroit. Mais dans n'importe quel pays, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe,
on ne le dit peut-être pas très haut, mais c'est la récompense financière qui motive ces joueurs. C'est des professionnels, ils ont une carrière très courte. Et je pense qu'un passeur diplomatique, c'est quelque chose qui leur permet de voyager où ils veulent. C'est juste une facilité. Et aussi, ce sont des Sénégalais. En bonne et due forme, ils ont peut-être la double nationalité pour certains, mais ça leur permet de voyager n'importe où. Et deuxième chose, c'est une récompense que l'État du Sénégal, comme je vous le dis, c'est le premier sponsor du sport au Sénégal, et même en Afrique. Donc, je ne trouve absolument pas de choquant qu'il fasse cette demande. Et il faut le savoir qu'en 2002, pour que nous avons réussi, nous avons eu une réunion assez houleuse, mais assez directe et assez franche à l'ambassade de Paris. À l'époque, Aliou Cissé était capitaine de l'équipe nationale, il s'en rappelle. La réunion avec l'État? C'était avec le ministre Joseph Ndong, le président Souri, sur les auspices de l'ambassadeur Doutsala Cissé. On était là, Doutsala Diop, pardon, on était là-bas jusqu'à 2 h du matin, en train de discuter de primes et de motivation. Et j'ai eu l'idée d'aller drafter un contrat dans le bureau du secrétaire de l'ambassadeur, et je le représentais en disant, bon, voici, c'est un contrat de performance. Si vous gagnez un match, c'est tant. Si vous allez en demi-finale ou au deuxième tour, ce sera tant. Donc c'est un contrat de performance qu'on a signé. Et ils sont allés jusqu'en quart de finale. Ils ont gagné ce qu'ils ont gagné. Et tout le monde trouvait ça choquant que beaucoup de ce que nous avons reçu de la FIFA leur retourne. J'ai dit non, non, c'est nous qui l'avions signé. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, ça c'est une recommandation que je fais, c'est qu'il y a un contrat de performance avec les Lions en bonne et due forme et leur encadrement technique. Que ce soit clair et encadré par l'État. Avant la compétition. Il faut le faire et avoir la sérénité. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun et dans d'autres équipes, des histoires de primes au mondial au Nigeria. Et ça démobilise un groupe. Il faut créer une dynamique de groupe. Donc la récompense financière, l'incitation, c'est la clé d'un sportif de haut niveau. Et c'est la clé de l'excellence. Justement, vous avez été l'agent marketing de ces Lions, comme vous venez de le dire, votre structure Pamodzi qui a géré l'image de cette équipe nationale du Sénégal, qui aujourd'hui est un problème. Vous constatez cela? Oui, mais je pense que la fédération a fait le choix d'essayer de vendre en interne, directement. Et je pense que ça, ils le font mal, ce n'est pas leur métier. L'agent marketing sportif, c'est un métier. Donc, à leur place, je ferai un appel d'offres international et je ferai appel au service d'une agence où je débaucherai dans une agence de publicité un directeur de marketing qui a ce métier. Et à ce moment-là, ils pourront commercialiser pour le compte de la fédération. Donc, ça ne peut pas s'improviser. Un président de fédération ne peut pas s'improviser agent de marketing. Donc, là, ils ont intérêt à suivre les normes internationales. Ça se fait partout. Et en quoi faisant? Comment s'y prendre pour mieux vendre cette équipe du Sénégal? Mais tout de suite, comme la qualification est acquise, c'est de faire un appel d'offres international, faire appel à toutes les agences du monde. Le Sénégal maintenant se vend bien parce que nous avons vécu. Bon, nous n'avons peut-être pas un gros palmarès comme le Cameroun ou l'Égypte ou le Ghana ou certains pays qui ont gagné plusieurs fois la CAN, mais aujourd'hui on a un palmarès et aussi on est très bien coté dans le classement FIFA. C'est l'occasion de commercialiser. Et avoir des joueurs de classe mondiale aussi, ça peut aider. Tout à fait. Et il faut surfer sur la vague, parce que c'est une vague, hein. Elle dure 9 mois, et après c'est terminé. Donc il faut en profiter et essayer de maximiser les retombées pour le football local, pour les équipes nationales de toutes catégories, mais aussi peut-être même aider le sport sénégalais dans son ensemble, avec un très bon contrat équipementier qui serait partagé avec le comité olympique sénégalais. Voilà, M. Diakon, on va parler de toute autre chose, de cette histoire de corruption qui secoue l'athlétisme mondial. Vous êtes sur le coup d'un mandat d'arrêt international. Pourquoi vous ne répondez toujours pas à la justice française? Parce que je suis sénégalais et que au moment de l'arrestation de mon père ou ces faits, j'étais au Sénégal, donc il leur est tout à fait loisible. Je l'ai dit devant Mamadi Blakane, c'est de venir m'interroger au Sénégal. Ils avaient 5 ou 6 mois à le faire. En même temps, le Sénégal a ouvert une enquête. Donc ce mandat d'arrêt ne me concerne pas parce que je ne suis pas un citoyen français, je ne suis pas un fugitif français comme ils veulent le faire croire aux gens. Votre père, l'ancien président de l'I2AF, est en France. Il ne jouit pas de ses libertés pour se déplacer d'un pays à un autre. Et certains disent que c'est parce que vous êtes là, au Sénégal, qu'il est retenu là-bas. Ça, je suis désolé, c'est qu'ils ne connaissent absolument rien en droit pénal. En droit pénal, la responsabilité est individuelle. Mon père a été invité par le comité olympique français, donc nominément, pour venir en France. Et ça a été un traquenard. Donc apparemment, il voulait atteindre le président Lamine. Donc dire que je suis le lien de ça, c'est un peu trop facile. Alors, donc dans cette affaire, vous êtes victime, bien vous dites victime d'un complot.
Eh bien ça, je l'ai dit le 7 août 2015 à votre confrère Alioune Badara Fall à Kuala Lumpur, lorsqu'on est allé... 7 août 2015. Ah oui, si vous voyez les archives de l'Observateur, j'ai fait une interview avec Alioune Badara Fall. À l'époque, je disais que nous sommes victimes d'un complot, d'une conspiration anglo-saxonne. Parce qu'à l'époque, la perfide Albion voulait tout faire pour obtenir la présidence de l'IAF. Et ils ont utilisé cette histoire de dopage en Russie et commençaient à ternir le leadership du président Lamine Diack, alors qu'il a eu 4 mandats de 4 ans. Pendant 16 ans, il était président de l'IAF. Et personne n'a absolument eu rien à lui reprocher. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans. On n'a jamais eu rien à me reprocher sur ma collaboration avec l'IAF. Alors, j'ai senti dès 2014, avec certains articles sur le Daily Mail, sur le Guardian, qu'ils avaient une conspiration. Et ça, je défends cette thèse du complot. Donc, ils se sont servis de Lama qui vous a mouillé dans cette histoire de dopage. Mais tout à fait. Lama est dirigé par un Anglais. Il s'appelle Craig Reilly et il est écossais, il était président du comité olympique britannique et c'était l'un des mentors de Sébastien Coe. Donc, moi, je pense que je n'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Je l'ai dit dans plusieurs forums, je l'ai dit à l'équipe le 21 février. Donc, cette histoire, c'est le plus gros mensonge de l'histoire du sport mondial, dire que Lamine Diack a accepté des enveloppes d'athlètes russes, ce qu'il tarde à prouver après 22 mois d'enquête. Donc, et Lama, donc, vous dites que donc, Lama, ce complot, comment est-ce que vous pouvez laver votre honneur? Est-ce que vous ne pouvez pas les poursuivre, vous? Mais il faut d'abord que l'enquête se fasse à charge et à décharge. Ce qui n'a pas été. Pour le moment, l'enquête est biaisée. Mais le Lama, dans sa commission d'enquête, n'a jamais daigné rencontrer ni Lamine Diack, ni moi-même, pour faire parler de ces faits d'accusation. Donc, qu'ils viennent après, soi-disant, 14 mois d'enquête, aller traduire ce rapport au niveau de la justice française, sans pour autant qu'il soit contradictoire, ça prouve déjà leur mauvaise foi, leur intention de nuire. Donc, j'ai une raison pour laquelle je dis que je me refuse de répondre, parce que c'est un rapport tout à fait mensonger, disons que j'étais consultant depuis l'an 2000 de l'IAF, dès qu'on a pris fonction, alors qu'en 2000, j'étais au Nigeria, tout le monde m'a vu en train de m'occuper de football. Entre 2001 et 2006, j'étais l'agent marketing des Lions du Sénégal, donc j'étais pas à l'IAF. Mais bon, c'est un rapport, je n'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Alors là-bas, n'a aucune prérogative sur certaines choses. Bon, pour l'application ou la violation du code mondial antidopage, je peux comprendre qu'il fasse une enquête. L'enquête est encore en cours. Même le CIO le conteste, parce que le CIO a dû mettre deux commissions indépendantes avec M. Schmid et M. Oswald pour analyser ces rapports, parce qu'ils ne sont pas convaincus de ces accusations. Donc si le CIO lui-même n'est pas convaincu, à plus forte raison l'IAF ou Lamine Diack ou moi. Donc je pense que c'est un rapport fait pour d'autres raisons. Et une des raisons était la prise de la présidence de l'IDESA. Et justement, une autre révélation, si je ne me trompe, publiée par Le Monde, concernant ce milliard provenant d'un compte à Rio. Sur les Jeux Olympiques de Rio. Voilà, sur les Jeux Olympiques de Rio. Qu'en est-il exactement? Non, j'ai répondu à votre confrère Babacar Fall au mois de mars déjà, en disant oui, j'ai bien reçu un transfert, mais ce n'était pas du comité olympique, c'était d'un client, parce que le Brésil fait partie des pays auxquels je suis autorisé de prospecter, et cet argent, je l'ai reçu sur mon compte commercial. Donc je ne vais pas me cacher. Ce n'est pas de l'argent nébuleux, j'aurais pu mettre sur un compte offshore ou dans un compte numéroté à Monaco ou dans un des paradis fiscaux. Donc vous mettez ça sous le coup de l'acharnement. Parce qu'ils n'ont rien vu sur la Russie. Le dopage en Russie était l'objet de l'arrestation de Lamine Diack. Ils ont enquêté pendant 22 mois, ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils n'ont pas pu le traduire en correctionnel. Ils se sont dit, bon, il faut rebondir quelque part d'autre. Ils ont commencé à parler des Jeux Olympiques, mais je rappelle aux auditeurs, à tout le monde, que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, n'a aucune prérogative juridique ou légale pour enquêter sur l'attribution des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Donc, vous parlez même de marketing ou de Pape Mastadia, parce que moi, j'ai absolument rien avec le dopage. J'étais agent marketing consultant, basé à Dakar, société sénégalaise, employé sénégalais, donc faisant tout au Sénégal. Donc, je ne voyais pas la raison pour laquelle ils peuvent se donner les droits d'enquêter sur l'attribution des Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a du sensationnel, il y a une manipulation médiatique qui fait partie de... On prêche le faux pour trouver le vrai. Mais parce que je pense que c'est un coup de pied dans la fourmilière en disant que Massata va sortir avec des documents en faisant des révélations lui aussi. Non, je suis désolé. C'est une enquête judiciaire assez sérieuse. S'ils ont des faits, ils n'ont qu'à le transférer à la justice
sénégalaise qui m'appellera et à ce moment-là, je présenterai ma version des faits, mais officiellement avec PV et à ce moment-là, j'aurai la version, mais je ne répondrai pas par des fuites dans la presse. Ça montre la mauvaise foi de cette enquête parce qu'on parle de l'affaire Platini, on parle de l'affaire Blatter, Beckenbauer, Jérôme Valk, mais aucune de ces affaires n'est dans la presse. L'enquête de la FIFA est plus sérieuse avec le FBI, mais on n'a jamais vu un procès verbal dans la presse. Mais l'enquête française, comme par hasard, chaque 2 mois, on nous sert quelque chose, c'est comme si c'est pour raviver. Mais je pense que aussi ils ont des complicités au niveau local pour raviver Il y a l'homme politique. Tout à fait, parce que je sens la main de certains hommes politiques derrière pour déstabiliser le Sénégal ou déstabiliser le régime en disant que Lamine Diack avait financé l'opposition, alors que c'est tout à fait faux. Je l'ai démenti devant Mamadou Ibra Kane. Le 22, et je pense que les faits me donnent raison, parce que je l'ai dit le 22 décembre à Mamadou Ibra Kane, on est le 16 novembre 2017, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la copie du transfert de 1 500 000 € sur un compte de Lamine Diack ou de Master Diack. Vous pensez à qui? On peut avoir des noms? Non, mais ça, je ne ferai pas de l'assemblement, mais ils se sentiront, parce qu'on voit la manipulation par l'intermédiaire d'une agence de communication française, on voit la manipulation par le Guardian, le Monde, l'équipe, ils se connaissent. Et c'est les mêmes journaux, c'est les mêmes stratégies, et c'est les mêmes faits. Il faut les réchauffer à chaque fois. Parce qu'ils n'ont absolument rien de concret sur ce qui a fait arrêter Lamine Diack, c'est le dopage en Russie. Justement, comment vivez-vous votre mise en examen, votre père, avec toutes ces restrictions? Mais comme une décision divine, d'abord, parce que je suis un bon croyant, un bon musulman. Le président Diack, toutes les personnes qui l'ont vu à Paris m'ont dit, mais il se porte très bien, il prend ça sous le coup du sort, parce qu'en 16 ans, vous n'avez jamais vu quelqu'un attaquer son bilan ou son intégrité. Pendant 16 ans, il était président, il a fait 4 mandats, il a été réélu sans opposition. Bon, un beau matin, à la sortie de sa on prend ça comme étant un décret divin. Et on le vit. Donc vous êtes en contact avec lui, vous avez des... Moi, je n'ai pas le droit de lui parler, il n'a pas le droit de me parler, donc j'ai des nouvelles de parents qui viennent de Paris, qui me disent qu'ils se portent bien. Et justement, ces avocats ont fait une sortie salée contre vous pour vous dire de ne pas mélanger vos affaires à celles de vos papas. Je n'ai pas compris cette sortie parce que je pense que je suis la personne la plus autorisée pour parler de cette affaire parce qu'on parle de moi. Donc, et j'ai même appris que ces avocats viennent souvent au Sénégal, mais ils n'ont jamais cherché à me contacter, ni à me voir. Donc, qu'ils fassent cette sortie, bon, ils ont le droit de le faire, mais moi, j'ai une obligation morale vis-à-vis de mon père, parce que Lamine Diack est tout de même mon père, et c'est moi qui étais son collaborateur. S'il y a des mensonges au sein de la presse ou dans cette campagne d'intoxication, c'est à moi d'apporter les précisions. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre le faire à sa place. C'était à eux de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ben, je le fais à leur place. Ils ont le droit de me dire n'en faites pas plus, parce que ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas dans l'enquête pénale française, vous n'êtes ni mis en examen, ni inculpé par les juges français, donc ne vous prononcez pas sur cette affaire, vous n'y connaissez absolument rien. Bon, ça ils ont le droit et je respecte cette décision. Voilà. Et... Mais concernant mes accusations, me concernant, ça j'ai le droit de répondre et je répondrai à toute autre accusation qui sortira. Justement, il y a une pétition actuellement au Sénégal pour faire bénéficier de votre père sa liberté de mouvement. Vous pensez que c'est une initiative qui peut prospérer? Tout à fait, parce que c'est dû. On ne peut pas retenir quelqu'un pendant 2 ans en disant qu'on enquête. Une instruction, il y a un délai. Donc je pense que les Sénégalais, de manière spontanée, se sont dit, mais écoutez, c'est le moment de taper sur la table et de mobiliser les gens, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on s'acharne comme ça contre un vieux de 84 ans, alors que d'autres sont cités dans l'affaire. On parle de Dr Gabriel Dolé, de la BBC, on n'en entend plus parler. On n'entend parler que de Lamine Diack et de Massata Diack. Alors c'est comme si c'était un acharnement, il a payé sa caution, il offre toutes les garanties de représentativité, il ne peut pas disparaître, tout le monde le connaît. Donc ils peuvent le laisser rentrer dans son pays et répondre dès qu'ils ont besoin. Et j'ai même appris par d'autres sources que ça fait longtemps que le juge ne l'a pas entendu face à face, ce qui est assez intriguant. Voilà. Alors que des faits sortent dans la presse à chaque fois. Voilà, une dernière question, votre commentaire sur la décision du tribunal arbitral du sport qui vous suspend à vie.
Ah, mais je l'accepte, je l'ai vécu comme tel. J'ai compris dès que j'ai vu le nom de Richard William Pound dans le conseil d'administration du TAS et que j'ai vu que Michael Beloff, l'avocat de l'I2AF, le président de la commission d'éthique, et Richard McLaren, le professeur canadien qui a fait le rapport incendiaire sur la Russie, sont au TAS, je me suis dit c'est cuit. Donc pas besoin de chercher à contester parce qu'ils sont très puissants à ce niveau-là. Et on accuse le coup et on va voir autre chose. Je peux aller vendre le football, le tennis, le cyclisme, la natation, n'importe quel autre sport. Et j'ai déjà fait mes preuves en athlétisme, donc j'ai pris la preuve en athlétisme. Eh ben, advienne que pourra. Je suis passé à autre chose et je leur souhaite bon vent. Et quand même, vous continuez à exercer vos activités en sourdine? Tout à fait, mais la consultante, je ne peux pas continuer parce qu'il faut qu'on fasse bouillir la marmite, comme on dit. Et beaucoup de pays africains, des pays du Golfe et des pays asiatiques me contactent et je continue à donner des consultances et à répondre aux sollicitations de mes clients. Quelque part, vous n'êtes pas victime d'une guerre entre l'Est et l'Ouest. C'est une guerre froide. Bon, il y a un problème client qui dit que quand deux éléphants se battent, le gazon souffre. Je pense que nous avons été victimes des dommages collatéraux d'une guerre qui s'est sentie dans la campagne présidentielle de l'IA. C'est un moment. Sergei Boubka étant du camp de l'Est et Sergei étant du camp de l'Ouest, surtout au moment où tout le monde, les pays de l'Union européenne en voulaient à la Russie à cause de leur position sa position sur l'Ukraine et la Syrie. Donc je pense que cet élément extra-sportif a tout de même joué. On nous considère comme étant des alliés de la Russie, des droujbas, comme on dit, des amis de la Russie. Et ben, ça, on l'assume entièrement. La Russie est un pays qui a beaucoup apporté au développement de l'athlétisme au niveau mondial et il mérite le respect qu'on leur a donné. Mais je pense que toute cette campagne de dénigrement a d'autres relents. Aujourd'hui, on cherche à les exclure des Jeux Olympiques après avoir échoué à Rio. Ils sont en train de chercher à les exclure des Jeux Olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Donc je pense que la campagne continue. Voilà, la campagne continue. Merci, Monsieur Diack. Je vous en prie, merci beaucoup aux éditeurs et bonne chance au Lyon pour la Coupe du Monde Russie 2018. Et cette fois-ci, on veut la demi-finale ou la finale. La demi-finale ou la finale. Merci, Monsieur Diack. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de TFM. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information sera à 0h avec le tout en images. Au revoir.